Il y a 3 ans, je regardais des offres d'emploi en ligne lorsque l'une des annonces a attiré mon attention. Non pas à cause de ce qu'elle disait, mais parce qu'elle en disait si peu. Dans mon meilleur souvenir, l'annonce se lisait comme ça. Emploi disponible, bon salaire, aucun avantage, discrétion requise. Il y était ensuite inscrit une adresse de courriel et c'est tout. À l'époque, je gérais un magasin de musique quand j'avais déjà commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles nous allions fermer d'ici 1 an et la probabilité de me voir transféré vers un autre magasin était minime. Je regardais désespérément les offres d'emploi depuis quelques jours et c'était la première qui se démarquait, ne serait-ce que parce que je m'ennuyais et que c'était bizarre. Alors, j'ai envoyé un email. Une demi-heure plus tard, j'ai reçu une réponse en me disant d'aller dans un immeuble de bureau dans un quartier chic de la ville à une heure précise pour ma projection. En voilà un terme original pour dire un entretien. J'y suis allé et après quelques minutes d'attente dans le hall, on m'a emmené dans un bureau où on m'a donné une série de formulaires et de questionnaires à remplir. Ils les ont ramassés et m'ont dit qu'ils reprendraient contact avec moi. J'avais presque tout oublié. Et 1 mois plus tard, on m'a appelé pour me dire que j'étais sélectionné pour la 2e étape du processus d'embauche. On m'a de nouveau donné une adresse et une heure de rendez-vous, et quand je suis arrivé, cette fois c'était dans un autre beau parc de bureaux à 30 km du premier. J'ai été accueilli par un homme qui s'est présenté comme Monsieur Salomon. Il m'a escorté dans une grande pièce dans laquelle se trouvait une chaise et un bureau. Sur le bureau, il y avait 2 grands écrans, un clavier, une souris, ainsi qu'une boîte métallique boulonnée avec 2 boutons surdimensionnés, un rouge et un vert. Il m'a dit que cette pièce dans laquelle nous nous trouvions était une parfaite réplique de l'endroit où je travaillerais si j'acceptais le poste. Il a décrit le travail comme suit. Je travaillerai dans un cycle de 7 quarts de 6 heures par semaine. Mon travail serait simple. J'arriverai au travail 10 minutes à l'avance et je pénétrerai par une zone extérieure qui s'apparente à un vestiaire. J'aurai mon casier dans lequel je devrai y laisser tous mes effets personnels. Et je devrai porter des vêtements de travail qui me seront fournis. J'ai formellement eu l'interdiction d'apporter un objet personnel dans la salle de surveillance. Sous aucune raison, je ne devrais déroger à cette règle. De toute façon, je n'ai jamais eu l'intention, en aucune circonstance, d'apporter un objet en salle de surveillance. Quant à ce que je devais faire dans cette pièce, on m'a dit que le moniteur de gauche montrerait constamment un flux en direct d'une caméra haute définition qui se déroulerait dans un endroit éloigné. Mon travail consisterait simplement à regarder cet écran. 1 fois par heure, je devrais me connecter sur l'ordinateur de droite pour y entrer un bref journal décrivant tout ce qui s'était passé d'intéressant au cours de la dernière heure. Je n'aurais ni stylo, ni crayon, ni papier, et je ne devrais jamais prendre de notes manuscrites de ce que je verrai. Quant au bouton rouge et vert, le bouton rouge ne devra être utilisé qu'en cas d'urgence. Cela voudrait dire que quelque chose sur la vidéo ou mon espace de travail nécessite une aide extérieure. Le bouton vert devra lui être actionné que si je voyais quelque chose sur le flux de vidéo qui était particulièrement remarquable. Il indiquerait à d'autres personnes se trouvant dans un autre endroit qu'il se passait quelque chose d'intéressant, du moins selon mon appréciation. Salomon a souligné que bien que l'on me laisse la totale liberté d'actionner ce bouton, je ne devrais pas en abuser, et ne l'utiliser que si quelque chose d'une réelle importance se produisait. Il m'a montré une caméra au plafond de la pièce où nous étions. Il m'a dit que dans la vraie pièce, il y aurait la même. Mon travail sera observé, et d'autres personnes visionneraient aussi les images de la salle. Il a dit que je serais seulement une redondance, au cas où d'autres systèmes tomberaient en panne. Il a ensuite souri et m'a demandé si je savais ce qu'il voulait dire par redondance. Je hochai la tête en essayant de ne pas montrer mon irritation. Je n'utilise pas de langage sophistiqué, alors parfois les gens pensent que je suis limité. Ce n'est pas grave, qu'il pense ce qu'il veut tant qu'il me paye. Le salaire était très bon, 35 € de l'heure. Cela m'a inquiété à cet instant. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une expérience psychologique ou d'un poste secret au gouvernement. Mais pourquoi autant d'argent pour s'asseoir et regarder un écran ? Ma mère m'a toujours dit que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Et là, cela semblait trop beau pour être vrai. Je demandais si j'allais faire quelque chose d'illégal. Salomon a ri et a répondu non. J'ai demandé si quelqu'un allait être blessé. Encore une fois, il secoua la tête en guise de non. Il a dit que s'il payait autant, c'était parce qu'ils avaient besoin d'employés motivés, professionnels et discrets. Le travail qu'ils faisaient était important, et pour diverses raisons, ils ne pouvaient pas m'en dire plus. Si j'acceptais le poste, je devrais signer des papiers promettant de ne jamais discuter de mon travail. Sinon, je serais poursuivi ou arrêté. Je suis tout excité de ce qui vient de se passer. J'ai donc accepté le poste.
Et comme il voulait que je commence tout de suite, j'ai dû quitter le magasin dans lequel je travaillais sans préavis. Je me sentais mal d'avoir agi de la sorte, mais j'étais tellement excité par ce nouveau boulot. C'était beaucoup d'argent, et en plus cela semblait assez facile. Même si c'était un peu ennuyeux, j'avais peur qu'il y ait quelque chose de plus. Mais je me suis dit qu'il fallait que je tente ma chance. Inutile de se dégonfler et de gâcher une bonne occasion, parce que j'aurais laissé libre cours à mon imagination. On m'a donné l'adresse de mon nouveau travail, et quand j'y suis allé, j'étais étonné de constater que c'était vraiment comme la salle modèle qu'on m'avait montrée, avec seulement quelques différences. Effectivement, il y avait un vestiaire que vous deviez traverser pour entrer dans la salle de surveillance, et il y avait aussi une petite salle de bain attenante. Dans cette pièce se trouvait une petite fontaine d'eau dans le coin, mais comme je n'avais pas le droit d'apporter quoi que ce soit avec moi, je devais manger avant ou après chaque quart de travail. La plus grande différence est évidemment que les moniteurs sur le bureau cette fois-ci étaient allumés. Le moniteur de droite n'était qu'un terminal noir et blanc, comme on en voit parfois dans les films. Je pouvais taper mes journaux de bord, mais pas d'internet pour regarder quoi que ce soit. Quant au moniteur de gauche, c'était une vidéo d'une pièce. Pour le commun des mortels, ça s'apparentait à une chambre à coucher. En tout cas, ça en avait l'air, parce qu'il y avait un lit à l'intérieur. Mais il y avait beaucoup d'autres choses. Un téléviseur, un canapé, des chaises, 2 tables et beaucoup d'espace vide entre eux. La caméra devait être en haut dans un coin, parce que je pouvais voir à peu près tout sauf les côtés éloignés des meubles. Mais au début, je n'ai rien remarqué de tout ça. Tout ce que j'ai vu, c'est elle. Elle avait l'air un peu plus âgée que moi, et elle était très jolie. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle était allongée sur le canapé. C'était la partie de la pièce la plus éloignée de la caméra. Mais l'image était très claire, et je pouvais voir qu'elle dormait. Je me suis retrouvé penché davantage sur le moniteur pour mieux la voir. Puis j'ai réfléchi à ce que je faisais et je me suis senti gêné. C'est comme si je l'espionnais. Un voyeur, comme l'aurait dit ma mère. Je ne voulais pas être un voyeur, mais je ne voulais pas passer pour un imbécile non plus. J'avais besoin d'y réfléchir tranquillement. C'était un bon travail, et je ne faisais rien de mal, n'est-ce pas? Je ne faisais de mal à personne. La femme avait l'air en bonne forme, et la chambre était sympa. Elle a probablement accepté d'être là, et c'est une expérience ou quelque chose du genre. Je devais exagérer sûrement, mais ça me rassurait. Je me suis donc assis sur la chaise et j'ai commencé mon travail. Il ne m'a pas fallu longtemps pour en comprendre davantage. La femme que j'ai commencé à appeler Rachel n'était pas là de son plein gré. Je ne l'ai jamais vue souffrir, mais il est clair qu'elle n'a jamais quitté cette pièce, sauf pour aller dans ce que je crois être une salle de bain, que la caméra ne pouvait filmer. Elle n'a jamais quitté la pièce seule. Régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine, pendant mes quarts de travail, des hommes et des femmes, dans des tenues étranges, venaient la chercher et l'emmenaient hors de la pièce. Parfois, elle se débattait, mais souvent, elle se contentait d'aller de l'avant tête baissée. Il la ramenait toujours, même si les moments où elle n'était pas ramenée pendant mon service étaient toujours les pires pour moi. Je m'inquiétais pour elle, jusqu'à ce que je me rende au travail le lendemain et que je la voie dans cette pièce en train de regarder la télévision ou de peindre. Elle n'avait jamais l'air blessée, ou même si bouleversée que ça, sauf quand il l'emmenait. Ou même quand elle se débattait, il restait toujours bienveillant avec elle. Pourtant, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai envisagé de quitter ce travail ou d'appuyer sur le bouton rouge et de faire venir quelqu'un pour que je puisse obtenir des réponses, ou appeler la police et leur montrer ce que je voyais sur l'écran. Sauf que j'avais peur. J'avais peur de perdre mon emploi, et j'avais peur de ce que ces gens pourraient me faire si je démissionnais ou si je les dénonçais. Salomon m'avait dit quand j'ai pris le poste que par devoir de discrétion, je ne devrais pas poser de questions. On ne m'a jamais demandé d'en faire plus que ce qui m'avait été décrit lors de mon entretien d'embauche, mais je ne pourrais jamais dire à personne ce que j'ai fait ou vu dans cette pièce, et je ne pourrais jamais poser de questions sur ce que je fais ou pourquoi je le fais. Alors, je me suis trouvé des excuses. C'était une expérience. Elle était folle ou malade, et ils essayaient de l'aider. Elle faisait un travail, comme moi, ou si vraiment elle était prisonnière dans cet endroit, au moins je la surveillais pour m'assurer qu'elle allait bien. S'ils essayaient de lui faire du mal, ou si je voyais qu'elle ne voulait vraiment pas être là, je pourrais alors lui obtenir de l'aide. D'une certaine façon, je me suis dit que j'aidais à la protéger en la surveillant. Ça m'est égal de ce que tu penses de mes excuses. Je ne les apprécie pas beaucoup, moi non plus. Surtout maintenant. J'ai toujours eu bonne conscience quand les choses ont changé. Je n'ai pas fait l'autruche. J'ai su qu'il fallait faire quelque chose à ce moment-là. Rachel peignait habituellement pendant 1 heure ou 2 par jour. Et c'était toujours pendant mes quarts de travail de l'après-midi. La pièce n'avait pas de fenêtre d'après ce que j'ai pu en déduire. Mais je suppose qu'elle utilisait une montre.
ou sa propre horloge biologique pour respecter une sorte de rituel. J'ai toujours aimé regarder sa peinture. La chose qu'elle peignait était toujours dans le mauvais sens pour que je puisse la voir. Je pouvais voir son visage pendant qu'elle travaillait. Elle avait toujours l'air paisible et heureuse quand elle peignait. Et la voir ainsi, souriant sereinement de temps en temps quand elle réussissait son œuvre comme elle le voulait, ça faisait toujours ma journée. J'ai d'abord remarqué, il y a quelques semaines, que quelque chose n'allait pas quand elle a commencé à peindre plus souvent. Son expression était plus concentrée et plus sérieuse. Il y avait une tension dans ses mouvements que je n'avais pas l'habitude de voir. Au début, je pensais qu'elle essayait juste de travailler dur sur quelque chose et j'aurais voulu lui dire de ne pas s'inquiéter. Toutes les 2 ou 3 semaines, les autres venaient et enlevaient de toute façon les vieux tableaux, apportant une nouvelle pile de... Je pense que le mot c'est toile. Mais elle était beaucoup plus concentrée que d'habitude. Quelque chose n'allait pas. Elle n'avait pas l'air heureuse. Elle partait pendant des heures. En l'espace de 3 jours, elle avait terminé 4 tableaux. Je devenais de plus en plus inquiet en regardant son travail. Et quand elle a terminé le 4e, je me suis retrouvé à lui dire de s'arrêter et de se reposer un peu. J'avais pris l'habitude de parler au moniteur, de lui parler à ma façon. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Au lieu de cela, elle a continué à déplacer les tableaux, les disposer derrière et sur le siège le long du canapé jusqu'à l'autre bout de la pièce. C'était la première fois que je voyais ces tableaux. Même quand les autres les récupéraient, ils les détournaient toujours de la caméra. J'étais encore inquiet pour elle, mais j'étais aussi heureux de voir enfin quelque chose sur quoi elle avait travaillé. Heureux et étonné. Ils étaient magnifiques. L'un représentait une belle forêt verte, un autre, un vieux puits en pierre, un troisième, une maison seule sur une petite île. Le dernier était un ancien cinéma. Tous ressemblaient à quelque chose de féerique, avec des lignes de couleurs qui se mélangeaient dans l'air comme des feuilles soufflées par le vent. Ce n'est qu'en regardant de près que j'ai réalisé que les lignes de couleurs n'étaient pas aléatoires. C'étaient des mots, faciles à manquer si vous ne regardiez pas de près. Ils ne semblaient pas signifier grand-chose, juste le fantôme d'un mot quelque part dans chacune des toiles, adroitement dissimulé dans le reste de la peinture. Je me suis penché sur le moniteur et j'ai plissé des yeux en essayant de lire les mots. Puis mon cœur s'est mis à battre, à m'arracher la poitrine. En clignant et en me frottant les yeux, j'ai regardé à nouveau, en lisant à haute voix dans l'ordre de gauche à droite puis de haut en bas. « S'il vous plaît, aidez-moi, Thomas !» J'ai reculé du moniteur, ma main sur ma bouche. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment tout ça avait pu arriver. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle demandait de l'aide, mais c'était en grande partie parce que je m'appelle Thomas.